Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la journée 03 de la piscine au Camel. Alors cette vidéo, elle va être un petit peu particulière puisque je vais vous apprendre tout au long de cette magnifique présentation à comment linker en fait des librairies que vous connaissez bien comme la SDL et GTK avec vos projets au Camel. Alors ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais il se trouve qu'au Camel repose sur de nombreux, on va dire, de nombreux ponts, enfin des espèces de bridges qui ont été codés pour faire des interfaces en fait entre les librairies C standards que nous connaissons, comme la SDL par exemple, ou GTK, et le langage OCaml. Alors c'est très pratique et c'est pas très compliqué, ça diffère pas vraiment de la façon dont on utilise ces librairies en C, mais il y a quand même quelques syntaxes particulières propres au langage fonctionnel. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par la SDL. Normalement, tout le monde devrait connaître à peu près la SDL maintenant. Donc ici, je vais aller dans mon petit test SDL. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un makefile. Alors le makefile, c'est un makefile standard. Hein. On pourrait tout à fait l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Ici, pas de surprise. Souvenez-vous, j'utilise OCaml makefile. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo qui présente OCaml makefile, mon makefile est très succinct. Pourquoi? Il va créer un exécutable qui s'appelle test.sdl. Les sources, c'est juste un fichier ML, qu'on va voir juste après. Il utilise deux librairies, BigArray et SDL, BigArray étant nécessaire pour SDL. Bon, voilà, c'est gros tableau. J'inclus comme directory de la compilation, enfin comme répertoire de compilation de librairie, le répertoire de la SDL, avec plus SDL. Ici, c'est très simple. Et enfin, je file quelques flags de linker parce que il va utiliser, je lui dis d'utiliser en fait la version C de la libSDL et de rajouter en plus le framework Cocoa, ça c'est pour le débugage notamment et tout ça. Je lui demande de threader l'application et après je lui demande évidemment de inclure le OCaml makefile, sinon ça ne fonctionne pas bien. Jusqu'ici on est d'accord, l'OCaml makefile c'est ce OCaml makefile standard que vous trouvez sur le site internet d'OCaml makefile, donc je ne vais pas revenir dessus, regardez la vidéo si vous n'avez pas compris. Et donc j'ai mon exécutable qui est là, bon, bref, et j'ai surtout mon code source. Le code source est intéressant, on va voir ça ensemble. Donc j'ouvre test.sdl.ml. Voilà, alors c'était un peu gros, c'était un peu fastidieux, mais au final vous allez voir que c'est très très simple. On va commencer par la fin. Je sais, c'est bizarre, mais vous comprendrez mieux. On a notre point d'entrée, d'accord? Donc on a notre point d'entrée standard qui appelle la fonction main. Ici, on a notre fonction main. Donc, comme une fonction main standard en C, et peut-être même en C++, tiens, on va faire un certain nombre de choses qui permettent d'initialiser, enfin, d'instructions qui vont permettre d'initialiser la SDL. La première, c'est sdl.init. Ici, pas de surprise, on utilise le module, donc la librairie SDL, et la fonction init. Alors, on va lui passer quelque chose d'un peu particulier. Ici, c'est un variant polymorphe. Donc, c'est un variant polymorphe vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo sur les variants polymorphes si vous ne savez pas ce que c'est. Pas de panique, c'est la seule fois où j'en ai rencontré. Ici, on lui spécifie qu'au moment d'exit, il va appeler la fonction SDL_quit, histoire de bien quitter proprement notre application. Ici, un petit mot-clé que vous ne connaissez pas. La première fois que vous le voyez normalement, il s'appelle ignore. Alors, ignore, c'est très simple. Ici, on est dans un main qui normalement doit recevoir un type unit. Toutes les instructions du main doivent retourner un type unit. D'accord ? Il se trouve que SDL vidéo, il ne retourne pas un type unit. Du coup, c'est embêtant. Du coup, on a plein de warnings à la compilation. Enfin, on a un warning à la compilation là-dessus, si jamais on ne met pas le ignore. Et le ignore va servir en fin de compte à ignorer les résultats de cette instruction et à faire en sorte qu'on fasse comme si c'était un type unit. Du coup, on n'aura plus de warning à la compilation et ça marchera très bien. Enfin, ça marchera très bien, oui. Voilà, donc là, SDL vidéo, donc on appelle le module SDL vidéo, la librairie SDL vidéo, et on appelle la fonction setVideoMode avec comme paramètre 400-400, donc ici c'est pour créer une fenêtre de 400-400, et puis un paramètre, une liste vide, juste après. Ensuite, on lance la fonction waitForEscape. La fonction waitForEscape, d'où elle sort, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est moi qui l'ai codé au-dessus, enfin moi, voilà. La trek waitForEscape, c'est une fonction récursive qui va faire quoi? Qui va faire un pattern matching sur le SDL event wait event. C'est-à-dire que pendant toute l'exécution de notre fonction, vous savez, SDL, il y a un gestionnaire d'événements qui permet de récupérer les touches. Et bien, en fait, SDL event wait event va attendre ces touches et au cas où il y a un événement, va
mettre quelque chose, enfin, va retourner quelque chose, en gros. Envoyer un signal, surtout. Du coup, si c'est un SDL event keydown, c'est-à-dire qu'une touche a été pressée, et que, là, je mets bien entre accolades sdlevent.ksim égale sdlk.kescape, souvent, si le symbole de la touche, c'est celui qui est celui de la touche échappe, ici, c'est plutôt logique, dans ces cas-là, je print line by, et c'est tout. D'accord? Sinon, si c'est un autre événement, si c'est n'importe quelle autre touche, ou la souris, ou un chat qui passe par la fenêtre, ou autre, dans ces cas-là, je vais afficher sur la sortie standard l'événement. Donc ça peut être de la forme telle touche a été pressée, ça peut être aussi la souris a bougé, ou le chat est passé par la fenêtre, ou ce genre de choses. Et donc je vais rappeler, à la fin, le wait for escape, puisque c'est une fonction exclusive, afin qu'elle puisse, si vous voulez, en quelque sorte, écouter en permanence les événements et les traiter en permanence pendant l'exécution de mon programme. Donc ici, c'est pas très compliqué. Je récapitule, un point d'entrée, une fonction main qui initialise la fenêtre, en fait, le mode vidéo de SDL et qui initialise la fenêtre, et enfin l'appel à ma fonction waitForEscape qui va boucler sur les événements. Testons ça tout de suite, parce que c'est plus rigolo quand ça marche. Donc souvenez-vous, j'avais un makefile, un OCaml makefile, et puis testSDL.ml. Donc je vais le compiler en faisant make, et à compiler, et j'ai mon exécutable. Alors, si vous ne me croyez pas, je peux remove mon exécutable, ça c'est pas un souci. Voilà, et je recommence. Ok, ça a compilé, c'est cool. Donc maintenant on va lancer mon test SDL. Et c'est parti, je lance mon test SDL, alors il y a eu un switch, vous voyez que j'ai une belle fenêtre toute propre, d'accord, c'est chouette. Et si je regarde ici, j'ai des mouvements de souris, et là, j'ai mes touches clavier. Tout marche bien. C'est cool. Et ma fenêtre est toujours lancée. Si j'appuie sur échappe, par contre, pouf, la fenêtre quitte, et pouf, il écrit bye. Alors, on voit peut-être pas bien, parce que on voit, bon, ça va à peu près. Donc, tout fonctionne bien. Donc je relance une fois pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Ma fenêtre est là. Si je regarde sur le côté, ici, je peux saisir toujours mes caractères. Si je, du coup, bouge ma souris, il me dit que ma souris est en mouvement sur la fenêtre. Vous voyez bien que tous les événements mouse motion apparaissent. Et si j'appuie sur la touche échappe, le programme quitte et ma fiche by avant sur la sortie standard. D'accord? Excellent. Donc ça, c'est tout pour SDL. C'est une fenêtre basique, certes, ça ne fait pas grand-chose, mais au moins ça vous montre comment utiliser la librairie SDL et comment utiliser SDL avec OCaml, ce qui est plutôt cool. Alors la SDL que j'utilise, c'est la SDL de base, celle que vous avez utilisée pour votre C, avec le SDL2, le framework de la mort qui tue et tout ça, que vous mettez dans le dossier framework. Sauf qu'en plus, moi j'ai rajouté un truc qui s'appelle la label SDL, ou le OCaml SDL, ça dépend si vous êtes téméraire ou pas. La label, c'est la version en cours de développement, et le OCaml SDL, c'est le portage qui est relativement stable. Du coup, vous pouvez l'installer avec OPAM, même avec Brew, je crois. Donc OPAM installe OCaml SDL et tout roule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va passer à la suite, pardon. La suite, c'est quoi? C'est GTK. Alors, SDL, c'est bien, on peut faire des tas de super vidéos, des tas de super jeux vidéo, et puis on peut afficher des tas de fenêtres super chouettes avec des tas d'images, des modèles 3D, et faire des tas de choses. Par contre, GTK, c'est vrai que c'est aussi très pratique, puisque ça nous permet de faire un minimum d'interface utilisateur, avec des boutons, des trucs scrollables, des tas de machins super chouettes qui explosent quand on clique dessus. Enfin, voilà, c'est assez répandu. GTK, c'est quand même une librairie qui est assez répandue et qui marche relativement bien. Alors, dans mon test GTK, vous allez voir que dans le code source, il y a quelques éléments, quelques notions que vous n'avez pas encore vues. Je vais vous les expliquer succinctement. Je vous demande de ne pas paniquer et juste d'admettre ça, puisque de toute façon, le moment où vous aurez besoin de GTK, vous saurez ce que ça veut dire. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc je vais tout de suite virer mon binaire, qu'on soit tranquille. Et ici, j'ai un OCaml build. Alors je vous montre ce que fait mon OCaml build, c'est une honte absolue, mais c'est parce que je suis un gros feignant. C'est un script qui va faire un OCaml find et qui va compiler tout ça comme il faut. Donc il va aller chercher les librairies qui vont bien, donc label GTK2, plus tout ce qui en dépend, etc. Et va compiler tout ça merveilleusement
en linkant avec la librairie GTK2 avec mon fichier source et en linkant avec la lib GTK2 et en me sortant un exécutable qui s'appelle test-GTK. Pourquoi j'ai fait un script? Parce que je suis feignant, que la ligne est longue et que je ne la connais pas par cœur. Voilà, tout simplement. Donc, voyons mon code source tout de suite. Donc, test-GTK. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va partir par la fin. On va partir par le plus simple. On a notre point d'entrée tout en bas. Ligne 21. Let unit est égal à main. Donc, on appelle notre main dans le point d'entrée de la fonction, de notre programme. Jusqu'ici, tout va bien. On arrive dans le main. Ici, le ignore, c'est le même que pour la SDL, à savoir, je vous rappelle, c'est quand l'instruction ne retourne pas un type unit et que ça pose problème, on met un ignore pour lui dire de ne pas tenir compte du retour de cette fonction, de cette instruction, de cette fonction. Là, gtkmain.main.init, donc dans le module gtkmain, il y a un sous-module qui s'appelle main, et dedans, on va appeler la fonction qui s'appelle init. Donc on va initialiser gtk. Si tout va bien. Ensuite, on définit donc, window, on fait une liaison sur window de gwindow.window avec tout un tas de paramètres. Ça permet quoi? Ça permet d'initialiser la fenêtre de GTK, parce que GTK, c'est bien, c'est quelque chose qui marche assez bien, c'est un petit peu comme la SDL, il initialise le contexte, si vous voulez. Et ensuite, il a besoin d'une fenêtre. Du coup, on va lui définir une fenêtre. Donc ici, on associe à window, du coup, une window qui va nous créer à partir du module gwindow, dans la librairie GTK, avec une épaisseur de bordure de 10, une largeur de 320, une hauteur de 240 et un titre qui s'appelle GTK42. Voilà. C'est plutôt pas compliqué. Sauf que là, il y a un petit mot-clé in, puisque window va n'avoir de valeur que pour la suite. Encore une fonction ignore, il y en a beaucoup, je sais. Ici, un truc un peu particulier, je vais vous expliquer ça dans un second temps. Ensuite, on voit qu'on a une deuxième liaison avec button. Donc on va créer un bouton. C'est logique. Donc on appelle dans le module gbouton, d'accord, la fonction bouton, c'est une sorte de constructeur bouton en fait, qui va s'appeler moisturize.me. Et ensuite, on spécifie un paramètre packing, window add, c'est-à-dire qu'on va l'ajouter à notre window en fait, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans notre window. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ces dièses? Le dièse, en fait, c'est une notion que vous allez voir un peu plus tard, donc je ne m'étends pas dessus très très longtemps, mais c'est juste pour... C'est un petit peu... Il faut voir ça un petit peu comme des signaux. D'accord? Donc là, en gros, je vais envoyer un signal à Windows en lui disant « Hey, add !» Et du coup, Windows va dire « Ok, quoi ?» Et je suis sur le button, donc il va prendre le button et il va l'add. C'est tout. D'accord? Ici, du coup, si on revient sur la fonction d'avant, je fais Windows, « Hey, Windows !» Ouais, connect. Ouais, mais connecte quoi? Destroy. Ok, donc je vais connecter quand moi je suis détruite, en fait, je vais connecter quoi? Et on lui dit de faire un callback. C'est-à-dire que callback, c'est quand tu quittes la window, c'est sympa, mais tu vas juste appeler ma fonction destroy. Parce que moi, je veux quitter les choses proprement, c'est un destructeur en fait, c'est un petit peu comme un destructeur. Je veux quitter mes choses proprement, et du coup, j'ai ma fonction de destroy qui va faire mon petit café et plier mon linge, et je voudrais que tu l'appelles au moment où je te destroy. Je te quitte, pardon, je te ferme. Donc ça, c'est plutôt logique. Ensuite, ligne d'après, on a un ignore button connect click. Alors, ignore, on l'ignore. Button, donc je vais sur mon bouton, du coup, je vais envoyer le signal connect. Donc le bouton va dire « Ah, je vais devoir connecter quelque chose à mon bouton, c'est cool. » Après, à l'événement clicked, signal clicked, donc en gros, quand le bouton est cliqué, alors le bouton va dire « Ok, donc quand je suis cliqué, qu'est-ce que je dois faire ?» Callback, souvenez-vous, callback, c'est la même chose que pour destroy. C'est quand cet événement a lieu, fais ça, appelle cette fonction, en fait. Et donc là, au moment où je vais appuyer sur mon bouton, il va appeler la fonction hello, qu'on va voir au-dessus, juste après. Et enfin, au moment où je clique sur mon bouton, il se trouve que je veux aussi fermer ma fenêtre. Et oui, on peut faire plusieurs choses avec un même événement, on peut faire plusieurs callbacks. Il faut évidemment une ligne par callback. C'est parfois tout à fait déconseillé, mais ça fonctionne. Du coup, là, il va, dans un premier temps, lancer ma fonction hello, et dans un second temps, appeler window destroy. C'est plutôt logique. Ce qui est pratique, puisque, souvenez-vous que window destroy, je vais
assigner un callback, en callback la fonction destroy. Du coup, il va, par l'intermédiaire de mon bouton, appeler la fonction destroy. Voilà. Ensuite, window, je lui envoie le signal show, ça veut dire montre-toi, ne reste pas caché derrière, montre-nous à quoi tu ressembles, donc elle va s'afficher. Et ensuite, je lance le main de GTK, le main qui va servir à quoi? Qui fait tout un petit moulin, café et tout un tas de choses, et dont, y compris, regarder des événements. Ce qui fait que du coup, il va attendre gentiment qu'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, bah, il va réagir en fonction de mes callbacks. Voilà. Et ça se passe dans le main. Donc n'oubliez pas de lancer la fonction main à la fin, sinon ça ne va pas bien marcher. Je reviens sur mes deux petites fonctions très pratiques et très faciles. Let destroy, destroy c'est une fonction qui va juste appeler gmain main kit, donc la fonction kit dans le module main, dans le sous-module main du module gmain, enfin de la librairie gmain. D'accord, gmain c'est une librairie de GTK hein, bien sûr. Et ma fonction hello qui va juste afficher sur la sortie standard hello et qui va ensuite faire un flush de la stdout parce que c'est comme ça. Avec GTK ça marche mieux. Donc le code, il n'est pas bien compliqué. On récapitule en bas un point d'entrée standard, d'accord. Le main, initialisation du contexte, création de la fenêtre avec tous les paramètres qu'il faut. Ensuite, on assigne un callback destroy au moment où la fenêtre est fermée. Ensuite, un bouton avec tous les paramètres qu'il faut. On ajoute ce bouton à la fenêtre, d'accord. Et ensuite, on définit deux callbacks pour un seul et même événement, à savoir quand le bouton est cliqué. La première chose qu'il va faire, c'est écrire hello sur la sortie standard. Et la deuxième chose, c'est détruire la fenêtre. Et donc, appeler destroy. Voilà, compilons pour voir si tout ça fonctionne. Donc, comme je me suis fait un super script au camel, ça compile, très simplement. Voilà. Et du coup, je vais lancer mon exécutable. Alors ça prend un peu de temps parce que c'est GTK et qu'il faut faire le café, lancer la machine, appeler le responsable et tout ça. Mais voilà, c'était plus rapide que tout à l'heure. Donc là, j'ai une magnifique fenêtre GTK 42 avec dedans un bouton Moisturize Me, d'accord. Et vous voyez que c'est mon beau bouton de tout à l'heure qui prend toute la taille de la tête puisque du coup je ne voulais pas trop spécifier de taille. Ma fenêtre s'appelle bien GTK 42, c'est cool. Et mon bouton contient bien le label Moisturize Me. Là, je vais cliquer sur mon bouton, mais souvenez-vous, qu'est-ce que ça devait faire? Ça devait écrire Hello sur la sortie standard et ensuite quitter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça a quitté. Est-ce que ça a écrit sur la sortie standard? Oui, Hello. On voit bien que Hello est marqué ici. Donc, ça a fonctionné. Alors, petite particularité de GTK, c'est que ça fonctionne avec X11, Xquartz et tout ce qui va avec, comme vous en doutez. Du coup, pour le faire fonctionner, il faut qu'il y ait Xquartz et ou X11 d'installer sur votre machine. Ce n'est pas nécessairement le cas sur les dumps, donc si ça ne marche pas, ne vous énervez pas, vérifiez qu'Xquartz est installé, installez-le. Ensuite, vérifiez que ça fonctionne et normalement ça devrait aller. Voilà pour GTK. Là, c'est une interface très très simple et très très sommaire, bien entendu. Mais on peut faire des choses bien plus poussées, et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà fait des choses absolument merveilleuses. Souvenez-vous que c'est quand même une façon assez rapide et simple de faire une interface utilisateur interactive. Bien sûr, on pourrait faire tout un tas de choses avec des touches de clavier sur la SDL et autres, et puis même mettre des trucs à cliquer sur la SDL, c'est possible, hein, mais c'est quand même vachement moins pensé pour, et du coup, c'est parfois un peu compliqué. Donc tout ça pour vous dire que quoi? Que en gros une librairie, même si elle est en C ou en je ne sais quel langage obscur du sombre internet, etc., il se peut qu'il y ait des gens bien intentionnés qui aient décidé de créer une interface avec OCaml. Et ça permet quoi? Ça permet en fait de pouvoir utiliser ces librairies sans sourciller, en compilant en ligne quand ce qu'il faut, sauf qu'avec du code OCaml. Du coup, c'est hyper pratique parce que OCaml est évidemment très approprié pour faire tout un tas de code super chouette. Notamment tout ce qui demande du fonctionnel un peu brutal, donc dès qu'il y a des algos un peu de brut, ça peut être intéressant de le faire en OCaml. Et du coup, ça peut être intéressant de pouvoir faire un programme en OCaml intégralement. Et du coup, on pourrait même se dire qu'on pourrait faire un jeu intégralement en OCaml. La réponse est oui, ça dépend du jeu. Il faut juste être patient parfois. Et puis, le langage fonctionnel se prête pas toujours à toutes les situations non plus. Je ne fais pas du fonctionnel pour faire du fonctionnel. Il y a des cas particuliers et voilà. Après, ça marchera, mais ce ne sera pas forcément optimal.
Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on peut linker n'importe quelle librairie, même si elles sont en C, parce que je rappelle que là, ma SDL, c'est la SDL de, c'est la librairie SDL de C. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté cette petite interface qui est disponible sur OPAM, qui s'appelle OCaml SDL. Pour GTK, c'est pareil. GTK, c'est la librairie GTK standard. C'est pas une librairie GTK qui est faite en OCaml. Et du coup, ce que j'ai installé, c'est le label GTK. Le label GTK2 en l'occurrence. Le label GTK2, c'est quoi? C'est une interface entre GTK2 et OCaml. Voilà. Donc vous pouvez regarder, il y a plein de choses disponibles, plein de librairies. Alors évidemment, les librairies purement Windows n'auront pas forcément des tas de choses sur OPAM, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de librairies qui sont disponibles, ou d'interfaces de librairies qui sont disponibles sur OPAM. Je vous invite à chercher tout ça, à vous renseigner un petit peu. Voilà, c'était pas très compliqué, je vous ai montré tout ça, les deux fenêtres, les deux programmes se sont lancés. N'hésitez pas à regarder mon code si vous ne comprenez pas tout, et n'hésitez pas à me demander sur Slack ou autre si jamais vous êtes complètement perdu et que vous voulez que je vous réexplique calmement. Voilà, bon courage!